Bonjour Catherine, nous nous envolons cette semaine vers les rives du lac Pequawkami. Bonjour Mathieu, oui, nous allons à Roberval rencontrer Bibiane Courtois. Il-nous originaire de Macheteyache, notre invitée a passé sa vie à soigner, mais aussi à lutter contre l'injustice. En dépit du racisme qu'elle a subi à l'école puis dans le milieu hospitalier, cette infirmière de profession a toujours défendu avec force les groupes les plus vulnérables. Elle a également réussi à implanter une vision communautaire de la santé, une approche qui mise sur la culture et le lien social pour favoriser le bien-être physique et psychologique des patients. En plus de sa longue carrière d'infirmière, Bibiane Courtois est devenue, en 1983, la présidente de Femmes autochtones du Québec. Elle sera ensuite la première femme autochtone nommée à la Commission des droits de la personne et au Conseil du statut de la femme du Québec. Notre invité s'est notamment investi dans la lutte pour l'abolition des dispositions de la loi sur les Indiens qui dépossédaient de leur statut les femmes autochtones qui épousaient un alloctone, un combat finalement remporté en 1985. Très attachée à la culture, qu'elle considère comme un outil puissant de guérison, Bibiane Courtois a dirigé le musée Il-nous de Macheteyache de 2003 à 2007. En 2023, l'indéfectible engagement de Bibiane Courtois a été récompensé du prestigieux prix Égalité Thérèse Casgrain, catégorie hommage. Au microphone de Catherine Egault, Bibiane Courtois évoque ici son long et fructueux parcours de compassion et de lutte. Bibiane Courtois, bonjour. Oui. On est ici chez vous, à Roberval, au bord du lac Pequawkami, le lac Saint-Jean. Vous êtes né tout près d'ici, vous? Oui, je suis née à une dizaine de kilomètres d'ici, 10-15 kilomètres d'ici. Vous êtes né à Macheteyache, qu'on appelait à l'époque Pointe-Bleue, d'une famille Il-nous? Oui, une famille Il-nous. Ma mère était d'origine abénaquise. Vous êtes une lignée de femmes exceptionnelles. Peut-être, oui. Ah oui? Oui, c'était des femmes fortes. Oui. Ah oui, je pense à mes grands-parents, je pense à ma grand-mère, à mes tantes, ma mère, tout ce qu'ils ont fait comme cheminement, effectivement. À l'époque, les femmes restaient à la maison pendant que les hommes étaient partis dans le bois, travailler soit comme guide ou soit comme même bûcheron, ou ils faisaient la drave aussi. J'ai entendu souvent parler mes grands-parents de ça. Alors, les femmes restaient à la maison tout l'hiver avec la famille, puis il fallait qu'ils se débrouillent parce qu'il y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de route qui menait à Roberval. Mm-hmm. Fait que s'il y avait quelqu'un de malade, il fallait qu'ils s'organisent pour soigner, prendre soin des enfants, des aînés, des voisins. C'était des femmes très fortes. Il y avait une grande solidarité aussi. Oui. Et la notion de partage puis d'entraide, là, était très, très, très forte à l'époque. Et votre mère était très curieuse, elle adorait étudier. Elle a fait 6 fois sa 6e année, parce qu'elle voulait pas quitter l'école. Ma mère, elle voulait pas quitter l'école, puis elle disait qu'elle avait fait 6 fois sa 6e année pour ne pas quitter l'école. Et pendant ces 6 fois-là qu'elle a fait cette 6e année-là, elle s'est trouvée à enseigner à mon père. Parce que la religieuse qui enseignait, elle disait, bon, ben là, écoute, prends le groupe, là, le petit groupe, puis c'était mon père était dans ce groupe-là. Fait qu'elle a enseigné à mon père. Elle aurait voulu aller à l'université. Mais c'était pas possible. C'était pas possible dans ce temps-là. Non, c'était même pas possible de faire le secondaire, là, parce qu'il n'y en avait pas dans la communauté. Fait que, Et votre grand-mère était curieuse aussi, elle lisait le journal tout le temps. Vous la décrivez derrière, enfin vous décrivez le journal en fait, parce qu'elle était derrière son grand journal. Quand on arrivait dans la maison, elle avait une chaise berçante dans le coin de la cuisine. Là. Puis quand on arrivait, on voyait le journal d'abord. Parce qu'elle avait son journal, elle le lisait du haut en bas, toutes les pages, elle manquait rien. Elle adorait être au courant de ce qui se passait dans le monde. Ces deux femmes-là écoutaient beaucoup la radio aussi. Il y avait que la radio à l'époque. C'était la seule chose seul contact qu'on avait avec l'extérieur, dans le fond. Là. Vous êtes sortie très tard de la communauté. La première fois que vous en êtes vraiment sortie, c'est pour aller au pensionnat. Oui, j'avais 12 ans. Et ça s'est pas très bien passé au pensionnat. Vous n'y êtes pas resté très longtemps, mais vous avez vécu des expériences qui étaient traumatiques. Oui. J'étais 1 an pensionnaire. J'ai continué le secondaire dans la même école, mais là, j'étais externe. Mais au pensionnat, ça a été difficile. À 12 ans, là, quand on n'est pas sorti de la communauté, qu'on arrive dans un milieu complètement étranger, dans le dortoir où on était les 75 filles pensionnaires, il y avait 2 salles de bain où, quand c'était le moment de prendre le bain, c'était par ordre alphabétique.
les filles en arrière de moi ont dit à la religieuse, nous autres, on ne veut pas se lever en arrière d'elle. Mm. Et à ce moment-là, la religieuse, elle m'a pris par le bras, puis elle m'a amenée en arrière de la rangée. Déjà, j'étais très timide. Mm-hmm. Fait que ça a comme renforcé cette timidité-là. Là. Puis j'étais malheureuse. Je pouvais pas téléphoner à ma mère. Il n'y avait pas de téléphone. Je pouvais pas. J'avais personne à qui me confier. J'étais seule. C'était du racisme. C'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Et après ça, vous devenez externe parce que là, il y a un système de transport qui se met en place. C'est ça. Parce que là, il y a eu l'ouverture du pensionnat à Machtoyats. Et là, ben, il y avait des filles qui venaient de d'autres communautés puis qui étaient inscrites au secondaire aussi. Ça fait que là, ils ont instauré un système de transport scolaire. Là, on est dans les années 60? Entre 60 puis 63, ouais. Tout ça, ça vous empêche pas de vouloir être infirmière? Oui. Parce que vous avez la piqûre des études aussi. Vous. Oui, puis j'ai des parents qui tiennent absolument à ce qu'on étudie. Alors, j'aime l'école, j'aime apprendre. Puis là, ben à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de choix pour les filles. Hein. Il y a enseignante, il y a secrétaire ou infirmière. Pour moi, là, c'était les seules voies que je voyais. Puis, lors d'une visite à l'hôpital, là, ça m'a vraiment interpellée là, de voir, je me rappelle encore, un fœtus dans un bocal de formol. Ça m'avait vraiment touchée, puis je m'étais dit, ben moi, je vais prendre soin. Je vais prendre soin de ces enfants-là malades ou de ces mamans-là qui perdent leur bébé ou ces familles-là. Tu sais, je voulais contribuer aux soins. Alors, vous finissez par étudier pour être infirmière? Effectivement. Puis là, quand j'ai décidé de poursuivre le cours d'infirmière, j'aurais aimé aller plus près de chez moi pour pouvoir aller chez moi régulièrement. Mais à l'époque, c'était l'agent des affaires indiennes qui décidait à quelle école on allait aller. Alors, il a décidé, lui, que je ferais mon cours d'infirmière à Chicoutimi. Dans ce temps-là, c'était l'Hôtel Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi qu'on appelait. C'était un hôpital universitaire, affilié à l'Université Laval. Fait que j'ai fait mon cours là, mais là, à Chicoutimi, c'était plus loin. Ça fait que j'avais pas d'argent pour venir chez nous les fins de semaine. Ou quand les autres filles partaient pour aller chez elles, moi, je restais toute seule à l'école des infirmières parce que je n'étais pas capable de m'en venir chez moi. Et quand vous êtes diplômée, votre premier emploi, c'est dans un hôpital psychiatrique. Oui. Mon père voulait absolument que je revienne à la maison. J'avais une possibilité de travailler à l'hôpital de Chicoutimi. Mais j'avais pas 21 ans, et dans ce temps-là, l'âge de la majorité, c'était 21 ans. Alors, mon père a dit, tu vas revenir à la maison, tu vas travailler à Roberval. Alors, j'allais à l'Hôtel Dieu de Roberval, appliquer, puis on m'a dit, on a déjà eu 2 Indiennes, on n'en veut pas une 3e. C'était brutal, hein? Ouais. Alors, je suis retournée chez mes parents, puis j'ai dit à mon père, ben là, ils me veulent pas. Quel dommage. Fait que je vais retourner à Chicoutimi avec mes amis. Et mon père a dit non, il y a un autre hôpital à Roberval, mais moi je savais pas qu'il y avait un autre hôpital. Puis bien sûr que j'ai eu l'emploi, parce qu'il y avait jamais eu à l'hôpital d'infirmières licenciées à l'époque qu'on appelait laïques. Il y en avait 2 qui étaient religieuses, mais il n'y en avait jamais eu de laïques. Fait que j'ai commencé à travailler en psychiatrie dans un hôpital où il y avait 840 patients quand je suis rentrée là. Et là, c'était un choc pour vous. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais fait des stages en psychiatrie, mais c'était des unités de psychiatrie avec 21 lits. Mais là, je me retrouvais dans un hôpital où il y avait 840 lits. J'étais l'infirmière à qui on avait donné les clés des salles. Puis là, il fallait que je fasse des tournées pour aller voir comment ça allait sur les étages. Mais c'était pas du tout la psychiatrie que j'avais connue non plus, là. C'était vraiment... C'était comme un endroit où les gens pourraient pas sortir de là. Les gens étaient parqués fini, là. Ils étaient parqués là. Il n'y avait pas de soins, en fait. C'était à vie, là. Il y avait de la médication. Il y avait de la médication. On disait que c'était des doses de cheval, là. Les patients étaient tous, la plupart, tranquilles, dans leur chaise berçante toute la journée. Un peu trop tranquilles? C'est-à-dire, ils étaient assommés par les médicaments? Beaucoup tranquilles, là. Ils étaient assommés, effectivement. Alors, les gens qui travaillaient sur les unités de soins, c'était des préposés aux bénéficiaires qui n'avaient pas de formation nécessairement pour travailler là. Moi, j'ai voulu faire de la stimulation, tu sais. Je voulais que les employés sortent les malades à l'extérieur quand il faisait beau. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était aller les voir un par un. Dire bonjour, Monsieur Tremblay, bonjour, Monsieur. Je le nommais tout le temps. La majorité du temps, il me répondait pas. Après 6 mois, il y en a un qui m'a répondu. Vous êtes patiente, hein? Ouais. Vous êtes persévérante. Oui, il m'a dit bonjour,
j'en revenais pas. Mais après quelque temps, ce monsieur-là, il nous donnait sa recette de bine quand il travaillait dans les chantiers. Ah. J'étais heureuse, j'étais contente quand je voyais une amélioration comme ça, là. J'ai adoré la psychiatrie, j'aurais aimé ça être plus longtemps, j'aurais aimé ça faire avoir d'autres défis là, à relever, mais j'étais comme celle qui détonnait sur tout le personnel là, parce que j'avais une formation. Là, vous retournez à Masteuillage? Oui, je au retourne. Dispensaire? Oui, pour occuper le poste d'infirmière en charge pour Santé et Bien-être Social Canada. Je suis arrivée là en juillet, puis je suis repartie le mois d'août suivant, là, parce que là, je m'étais mariée. Vous aviez épousé un allochtone, puis à l'époque... L'article de la loi sur les Indiens, qui était l'article 12.1b, faisait en sorte qu'une femme qui mariait un allochtone perdait son statut. À ce moment-là, donc, moi, je perds mon statut en 1969. Et donc, j'ai pas accès aux emplois dans la communauté. Je peux pas résider dans la communauté. Je peux même pas être inhumée dans la communauté si jamais je décède. Alors, je travaille ailleurs. Je me retrouve à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai pas travaillé longtemps parce que j'étais enceinte. J'ai eu mon bébé au mois de janvier. Après 40 jours, il fallait que je commence à travailler, puis j'avais déjà eu des appels de l'hôpital. Je travaillais de minuit à 8. J'ai travaillé presque toujours de minuit à 8. J'étais toujours sur appel, puis je changeais d'unité à chaque soir. Puis le rapport entre les médecins et les infirmières à l'époque, c'était un rapport de patron Oui, c'était du pouvoir. à servante, là. C'est ça. Mais vous n'êtes pas resté les bras croisés, là. Vous avez fait une espèce de campagne pour eux. Oui, quand j'étais rendue à Alma, quelques années plus tard, là, j'étais surveillante. Je passais sur toutes les unités. Je travaillais aux soins intensifs aussi. Puis j'avais réalisé que quand je faisais mes tournées, je rencontrais les infirmières avec la pile de dossiers. Le docteur voulait tel dossier, il donnait, il voulait tel instrument. Ils voulaient un café. Puis là, je regardais un café. Fait que j'ai commencé à parler de ça avec une coordonnatrice des soins, puis je disais, ça n'a pas de bon sens, les infirmières. On a un exercice autonome. On a une loi sur les infirmières qui définit notre exercice, puis les infirmières en font pas, même pas un quart de leur exercice infirmier, là. Fait que, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu penserais de monter un programme de formation pour les infirmières? Ah, ben, j'aimerais ça. Fait que j'avais monté un programme pour former les infirmières à leur exercice, au travail en équipe multidisciplinaire, jouer leur rôle, leur faire prendre conscience dans quelle situation ils étaient. Bon, ben, ça a fait des remous un petit peu dans l'hôpital, auprès des médecins surtout. Là. Ben oui. Ils m'appelaient la noire. Puis là, vous êtes tournée vers la politique. Vous êtes devenue présidente de Femmes autochtones du Québec. C'est en 83 à 87, oui. Ça faisait quelques années que j'étais mariée. J'avais mon fils qui avait 5 ans, puis qui me disait « Maman, moi, je suis un vrai Indien. » Puis là, je disais « Je suis devenue membre de Femmes autochtones. J'ai été élue la première année au conseil d'administration. Puis j'ai regardé comment ça fonctionnait. J'ai pris connaissance des luttes aussi qui étaient en cours. Puis en 83, je suis devenue présidente de Femmes autochtones. Et là, c'était du bénévolat à l'époque. Je partais tous les lundis pour m'en aller à Montréal au bureau de Femmes autochtones. On préparait des campagnes de presse, on préparait des conférences, on allait à Ottawa faire du lobbying, on rencontrait des organismes de femmes du Québec qui venaient nous supporter aussi. Parce que votre grand combat, c'était ça. Oui. C'était que les autochtones qui épousaient un allochtone ne perdent pas leur statut. Ne perdent pas, puis qu'ils le regagnent. Parce qu'il y avait quand même, depuis le début de l'application de cette loi-là, dans ma communauté seulement, il y avait 110 femmes qui avaient perdu leur statut par mariage. Ces femmes-là avaient des enfants, puis c'était tous du monde qui avait été expulsé, dans le fond. Là. Ça fait que ce qu'on voulait, c'est que les femmes réintègrent leur statut. On voulait que les enfants de ces femmes-là soient reconnus, puis on voulait plus que personne ne prenne un statut par mariage, parce que les femmes allochtones qui épousaient un autochtone devenaient autochtones. Dans le fond, l'objectif, c'était que la langue se transmette plus, puis que les coutumes se transmettent plus, parce que là, c'est la mère, à l'époque, qui transmettait la langue puis la culture. Fait que là, ça diluait énormément la communauté. Ça fait que on a réussi à faire abolir l'article qui
faisait perdre le statut aux femmes autochtones puis à réintégrer les enfants. Puis on a réussi à ce qu'il y ait un article dans la loi qui dit qu'il n'y a plus personne qui va perdre ou qui va prendre un statut en se mariant avec un autochtone. Oui. Et c'est comme ça que vous avez pu retourner travailler à Masteuillage. C'est ça. Après Alma, en 85, la loi sur les Indiens est amendée. Et en 89, la communauté décide de prendre en charge les services de santé. Qui était avant pris en charge par Santé Canada. Oui, qui était toujours par Santé Canada. Alors, j'ai appliqué sur le poste. Ils ont ouvert 2 postes d'infirmière. J'ai appliqué sur le poste, je l'ai eu. J'étais très heureuse de retourner chez moi. Je m'étais préparée à ce retour-là. Tu sais. J'avais fait un certificat en santé communautaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'avais fait un certificat en santé mentale. Je me préparais à retourner chez moi. Je voulais y retourner. Je voulais avoir les compétences aussi qui étaient nécessaires dans la communauté. Fait que j'ai eu mon poste en 89. Je suis retournée avec un grand bonheur. Puis on a vu aussi que la clientèle était très heureuse parce que les premières journées, là, on avait un achalandage dans la salle d'attente. Tout le monde avait des bobos. Oui. Voulait venir vous voir. C'était vraiment plaisant, là. On était 2 infirmières, là, puis c'était 60 personnes par jour qu'on passait, là. C'était vraiment très, très agréable. Puis là, ben, ça nous permettait d'établir nos diagnostics aussi, puis de voir c'était quoi les besoins de la communauté, puis sur quoi on allait travailler, là. Parce que vous adoptez tout de suite une optique communautaire de la santé. Absolument, oui, oui. Pour moi, c'était absolument essentiel qu'on identifie les grandes problématiques dans la communauté, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'orienter dans nos interventions. Je veux pas que ce soit un autre modèle que le modèle communautaire qui s'applique, parce que on avait encore, tu sais, une forme de solidarité dans la communauté qu'on était capable d'utiliser cette force-là pour améliorer l'état de santé de la population. Puis on a quand même réussi pas mal de choses à ce niveau-là. Là. Tu sais, ça a quand même bien été, mais il a fallu persévérer pour garder notre vision communautaire, pour pas intégrer un autre type de vision. Là. Moi, je trouvais que la communauté avait ses forces, puis il fallait les utiliser, il fallait les identifier, puis les utiliser. Vous aviez cette intuition-là ou cette certitude qu'en renouant avec la culture, ça améliorait l'état des gens? Oui. Moi, je trouvais que notre population, une partie de notre population, en tout cas, avait été détachée de la culture, puis il y avait des éléments qui ne s'étaient pas transmis. Puis moi, je disais, il faut qu'on développe l'identité des gens, la force, la fierté des gens. Ça, c'était important pour moi. Toujours transmettre aux enfants pour qu'ils soient fiers, pour qu'ils développent leur identité, pour pas qu'ils baissent la tête. Pour moi, c'était important, la question de la fierté, là. La tête relevée, jamais la tête basse. Vous avez été commissaire à la Commission des droits de la personne du Québec? Oui, pendant quelques années. Après mes mandats avec Femmes autochtones du Québec. Là, de 86 à 91, vous étiez à la commission. Oui, je travaillais quand même encore à l'hôpital d'Alma à temps partiel. J'étais tout commissaire. Ça était sur le côté, hein? Oui. J'étais commissaire à la Commission des droits de la personne. Et j'étais là pendant la crise d'Oka. 1990, oui. C'était assez particulier là, comme sollicitation aussi, parce que chez nous, je suis pas moi, que je voyais qu'est-ce qui se passait, mais j'avais quand même des contacts dans la communauté. Là. Puis les rapports se sont beaucoup durcis à l'époque, entre allochtones et autochtones. Oui, c'était très difficile, même ici, là, dans la région. Là, il y avait toujours des gestes, il y a eu beaucoup de gestes d'intimidation. Ça a été très difficile, cette partie-là. Ces années-là ont été difficiles. Là, ouais. On dit qu'il y a peu de plaintes à la Commission des droits de la personne, de plaintes d'autochtones. Pourtant, ce ne seraient pas les sujets qui manqueraient? Il n'y en avait pas. Pratiquement pas. C'est arrivé quelques fois qu'on a eu des plaintes, par exemple, une personne qui veut louer un logement à Val-d'Or, puis qu'on loue pas aux Indiens. Là, ça, c'est arrivé fréquemment. À part de ça, là, on n'avait jamais de plainte. Même moi, je sais qu'aujourd'hui encore, l'accès au logement est difficile pour les Autochtones. Faudrait pas qu'ils donnent leur nom. Faudrait pas que les gens voient leur visage. Ils louent pas, ou quand ils louent, ils louent des appartements que moi-même, j'irais pas habiter dedans, là, tu sais. On n'est pas loin de l'hôpital qui vous avait dit, on a déjà eu 2 infirmières indiennes, on n'en veut pas une autre, là. Oui, on n'est pas loin de ça encore, là. Ça arrive encore régulièrement, puis c'est des gens qui
ça arrive souvent chez des gens qui n'ont pas de défense. Mm-hmm. Tu sais, les gens qui arrivent de la communauté parce qu'ils sont en difficulté dans la communauté, ils décident de s'en aller, ils arrivent en ville, puis ils sont pas capables, sont démunis. Fait que face à des situations comme ça, là, puis j'ai pas l'impression qu'ils ont plus de plaintes à la Commission des droits de la personne qu'il y en avait avant. Je penserais pas. Vous avez été aussi au Conseil du statut de la femme de 1995 à 2000. Mm-hmm. Tout ça en même temps que vous travaillez comme Oui. infirmière. Oui. Comment ça s'est passé au Conseil du statut de la femme? Je dirais que ça a quand même été assez bien, mais c'était mes compétences d'infirmière qui étaient plus mis de l'avant à ce moment-là. L'intérêt du Conseil du statut de la femme vis-à-vis des femmes autochtones, il n'existait pas vraiment à l'époque. Mais j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'étais une femme de terrain, hein, puis là, je me retrouvais à un autre niveau, un niveau plus intellectualisé sur l'égalité, les concepts d'égalité. Moi, ces concepts-là, je les vivais sur le plancher des vaches, comme on dit. Mais là, c'était comme à une hauteur que moi, j'étais jamais allée. J'ai trouvé ça difficile. Tu sais, il y avait des représentants de syndicats, des femmes chercheurs à l'université. C'était pas le même discours que moi, là, du tout, là. Fait que j'ai trouvé, j'ai appris beaucoup. J'en ai profité pour apprendre, mais j'avais pas l'impression de contribuer à la hauteur de ce que j'aurais été capable. Excepté que les dernières années, là, il y a eu, là, j'ai pu contribuer un peu plus parce qu'ils ont fait des bilans régionaux de la situation des femmes. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, ils ont pris le temps de venir dans la région, de rencontrer des femmes dans la communauté, d'aller sur la Côte-Nord, de rencontrer des femmes autochtones de cette région-là, en Abitibi-Témiscamingue. Là, je trouvais ça intéressant, là, mais là, je m'en allais. Mon mandat était terminé, là. Mais au moins, en tout cas, on laissait au moins des données, là, sur la situation des femmes autochtones. Vous avez été directrice du musée Innu de Mastayache de 2003 à 2007. La détresse psychologique de nos jeunes, pour moi, était liée beaucoup à une question d'identité, une question identitaire. Qui je suis, moi? On dit que je suis un Pequawamilnuts, on dit que je suis un Innu, mais qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça a? Pourquoi je serais fière d'être Innu? Ça me hantait, la question d'identité. Puis, comme infirmière, je savais que ça avait un lien avec la santé mentale des gens. Je savais que ça avait un lien aussi avec la détresse psychologique. Je disais, il faut qu'on travaille sur la transmission culturelle. Ça m'a amené à faire toutes sortes de choses dans ma vie. Hein. Je suis allée même travailler sur le dossier de rapatriement d'objets culturels parce que j'ai réalisé qu'il y avait des objets de notre Première Nation qui étaient à Washington, au musée NMAI de Washington, et il y en avait à Chicago aussi. C'était des objets qui avaient été prélevés dans ma communauté. Et personne ne se rappelait de ça parce que ça avait été enlevé plus que 100 ans maintenant. Les gens se rappelaient pas de ça. Puis c'est une mémoire, ça, ces objets-là. Puis c'était tout emprisonné dans des réserves, dans des musées américains. J'ai pris conscience de ça pendant que j'étais au musée. On a découvert qu'à Washington, il y avait 540 objets qui venaient de chez nous, 250 à Chicago. On a fini par avoir les photos des objets. On a pu présenter les photos des objets à nos aînés chez nous. Puis là, on a comme pu avoir une partie de la transmission sur les objets parce que là, ils nous disaient « Oh oui, mon grand-père, il avait ça dans sa tente. » Mon grand-père, il utilisait telle chose. Parce qu'on les connaissait plus aujourd'hui, ces objets-là. On ne savait même plus à quoi ça servait. Des fois, on ne savait pas à quoi ça servait. Il y a des moments où, oui, des objets qu'on reconnaissait, mais d'autres qu'on ne savait pas du tout, là. Les objets sont encore dans les réserves de ces musées-là, maintenant. Mais on a réussi à convaincre le Conseil de faire une demande officielle de rapatrier certains des objets. La première demande a été faite en 2017. On est rendu en 2024, puis il n'y a pas eu encore de retour d'objets. Et puis, pour moi, là, l'objet le plus important qui devrait revenir dans notre communauté, c'est le Tewigan de tambour. Parce qu'on n'a plus de personnes qui transmettent le chant du tambour chez nous. Tambour traditionnel, celui qui accompagnait les cérémonies, là, on n'a plus. On n'a plus personne qui est porteur. Il y en a encore sur la Côte-Nord, mais plus chez nous. Fait que moi, je pense que si on faisait revenir ce tambour-là,
ça permettrait à nos jeunes, à notre population, de connaître une partie de notre passé, de notre culture, puis de vouloir désirer se réapproprier ce contenu-là. Là. De renouer le fil, hein? Oui, absolument. Avec les anciennes générations. Absolument important, oui. Puis rendre les gens fiers aussi. En 2022, vous avez obtenu un doctorat honoris causa de l'Université Laval, puis en 2023, vous avez obtenu le prix Égalité Thérèse Casgrain pour votre combat pour que les femmes autochtones ne perdent pas leur statut en épousant un alloctone. Dans votre discours d'acceptation, vous êtes très, très, très ému de ça. Ça vous a bouleversé, hein? C'est assez... c'est des distinctions honorifiques, mais en même temps, pour moi, c'est mettre les femmes autochtones sur la place publique. C'est dire, oui, on est capable de faire des choses aussi, nous autres, là. On est capable de s'élever puis de réussir à trouver des solutions pour avoir accès à l'égalité. Parce que c'est pas nécessairement réalisé encore, la question d'égalité. Hein. Non, vous en parlez comme d'un mirage, quelque chose dont on s'approche, mais on n'y arrive jamais tout à fait. Il faut toujours travailler. C'est fragile, hein? Très fragile, oui. Pour les femmes et pour les autochtones, en plus? Oui. Ça fait que quand t'as les deux, là, c'est vraiment... Il faut tout le temps être vigilant. C'est pour ça que je suis pas encore capable de me reposer à mon âge. Faut monter la garde, oui. Faut être vigilant, faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe, tu sais, sur le plan politique, sur le plan de la communautaire, faut connaître notre histoire. Nos jeunes aujourd'hui, là, ils connaissent pas l'histoire de la communauté, ils connaissent pas l'histoire de nos familles. Il faut qu'on travaille là-dessus, parce que c'est quand on sait d'où on part, on a plus de facilité à voir où on va aller. Donc la transmission encore. Hein? Oui, beaucoup. J'aimerais ça que les jeunes prennent conscience de ça, puis qu'ils continuent à rester ancrés dans notre culture puis dans notre communauté. Dans la culture Innu, dans l'identité Innu, quelle est la chose qui vous semblerait la plus importante à conserver pour les générations actuelles et futures? Moi, je pense que c'est la fierté. J'ai toujours pensé que moi, j'aurais jamais fait le chemin que j'ai fait là si j'avais pas eu des parents fiers, puis une famille fière qui disait t'es capable de faire ça, t'es capable d'aller plus loin, t'es capable de développer telle compétence. Moi, je pense qu'on va aller plus loin quand tout le monde va être fier. Puis pas la fierté de dire oh moi je suis un Innu, je suis un Péquot-Kamilna, c'est pas juste ça. Faut que je le vive ça. Puis c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui pour les gens, c'est d'arriver à vivre une culture dans un monde moderne comme on est aujourd'hui. Mais il y a des ancrages, comme je disais tantôt, qui sont importants, puis il faut les garder. Vraiment, là, moi, je pense que c'est la fierté. La fierté d'être qui on est, comment on est, puis où on s'en va. Merci Bibiane Courtois. C'est un plaisir. Un grand merci à Bibiane Courtois de son accueil généreux sur les rives de son cher lac Péquakami, témoin de tous ses engagements et de toutes ses luttes. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.